Donc oui, vous êtes une génération qui est formatée par une idéologie, mais c'est la pire des choses, vous ne le savez pas. Autant sous Lénine ou sous Staline, on savait qu'on était formaté par l'idéologie, ou sous Castro, autant sous François Hollande, ou sous Sarkozy, ou sous Fillon, qui vous voudrez, on ne voit pas quelle est l'idéologie à laquelle on vous oblige à croire. Oui, alors aujourd'hui, 60% des jeunes ne vont pas voter. Est-ce pour vous le symbole, le symptôme du rejet de la politique ? Eh bien, je crois que c'est le symbole que vous êtes un peu plus lucide que vos aînés et que vous avez compris effectivement que nous n'étions pas en démocratie. Dans une démocratie, tout le monde est représenté. Dans une démocratie, une voix égale une autre voix. Et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Vous avez le Front National qui est extrêmement important en France, qui n'a pratiquement pas de députés. Et puis vous avez par exemple les communistes qui ne sont pas très importants, mais qui ont beaucoup de députés. Voire les écologistes, peu importants, mais beaucoup de députés aussi. Vous dites qu'est-ce qui fait qu'on peut accepter que 25-30% des gens qui se sont exprimés ne sont pas représentés ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat? Pourquoi est-ce que des gens qui sont sous-représentés électoralement sont-ils surreprésentés au Congrès, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat? Je dis donc qu'il y a un défaut de représentativité, ça paraît évident. Quand vous regardez la représentativité, vous avez peu de gens de couleur, vous avez peu de gens modestes, vous avez peu d'ouvriers qui sont députés ou qui sont sénateurs. Ce sont souvent des cadres, des fonctionnaires, des profs, des avocats, des médecins, professions libérales, dentistes, etc. Mais des gens qui seraient chauffeurs de car ou comme la dame qui fait le ménage ici, elle n'a aucune chance de devenir députée. Et pourquoi ? Donc, vous voyez que d'abord, on ne représente pas les gens en fonction de leur vote. Ensuite, quand on les représente, on ne représente pas la totalité de ceux qui sont représentables. Et puis ensuite, quand vous jouez le jeu de la démocratie et que vous dites, bon allez, moi je suis un gentil électeur, j'y vais, je vote, et par exemple, je ne veux pas de ce traité européen, non pas parce que je suis contre l'Europe, mais parce qu'il est libéral, en 2005. Et que vous constituez une majorité, 53% si je me souviens bien. Vous dites, ben voilà, la France, elle a voté contre ce traité-là. Et vous avez toute la politique politicienne qui dit, ben vous l'aurez quand même, ce traité. Et le Congrès, Assemblée nationale, Sénat, les partis, à l'époque un certain Sarkozy, à l'époque un certain François Hollande, qui ont disparu de la circulation, et on voit bien pourquoi, disent, eh bien, ce que vous n'avez pas voulu par référendum, vous l'aurez par la convocation du Congrès. Et vous vous retrouvez, 3 ans plus tard, avec le traité de Lisbonne, qui reprend exactement la même chose. C'est Giscard lui-même qui dit que c'était le même traité. On avait juste changé l'ordre de 2 ou 3 paragraphes pour donner l'impression que c'en était un autre. Giscard, qui n'est pas un opposant à l'Europe. Hein. Et donc, il y a un moment donné, on se dit, mais à quoi ça sert d'aller voter ? Puisque quand on a voté, qu'on a dit ce qu'on souhaitait, on nous a dit de toute façon, c'est pas ça qu'il faudrait avoir, donc vous l'aurez quand même par un autre moyen. Donc je comprends que vous ne jouiez plus le jeu en disant on a vu, on a compris, ça sert à rien, on a toujours les mêmes de toute façon. Quand ils sont dans l'opposition, ils nous disent on va faire ceci, on va changer cela, etc. Ils arrivent au pouvoir, et puis dans la logique de l'Europe de Maastricht, on ne décide plus rien en France. La souveraineté, on l'a aliénée au moment de Maastricht, en disant on vous aliène notre souveraineté, et puis on va faire une communauté. Sauf qu'aujourd'hui, un chef de l'État, ils se battent tous pour être chef de l'État, mais il reçoit des parapheurs de Bruxelles et il signe. Il ne fait que ça. Puis il inaugure les chrysanthèmes, puis il va à la télévision pour dire qu'il va changer, que ça a déjà changé, etc. Donc moi je comprends que, en gros, en n'allant pas voter, vous soyez à la pointe avancée, je dirais, de ce que les citoyens sont en train de penser. Alors il y a plein de questions évidemment. Les étudiants ont préparé énormément de questions, c'est difficile. Vous avez le droit d'intervenir quand vous le souhaitez, bien évidemment. C'est Julien qui pose la question suivante. Vous, à titre personnel, vous avez bien dit que vous n'irez pas voter. Est-ce que vous n'avez pas peur, en disant des choses comme ça, que les gens veulent eux aussi ne pas aller voter? Est-ce que vous avez fait quelque part, parce que quelque part c'est un peu fuir ses responsabilités. Vous n'avez pas peur de ça, qu'il y ait trop de monde qui n'aille pas voter et que finalement on laisse sa voix alors que... Oui, vous savez, l'abstentionnisme, c'est pas moi qui l'ai créé. Je suis une voix parmi des millions de gens qui n'y vont pas. Et qui n'y vont pas parce qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas y aller. Et je pourrais vous faire l'histoire de mon rapport à l'élection. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voter, j'y allais au premier tour, j'y allais au deuxième tour. Au premier tour, je choisissais. Mon premier vote n'était pas né, mais c'était pour Huguette Bouchardot, Parti Socialiste Unifié. Puis le deuxième tour, ça a été François Mitterrand. Donc au premier tour, on choisit ce à quoi on croit. Puis au deuxième tour, d'une certaine manière, on élimine celui qu'on ne veut pas voir et puis on élit quelqu'un. Et puis à un moment donné, vous vous dites, mais ça sert à quoi de voter contre ses idées? Parce que des fois, il en reste 2 au deuxième tour et vous dites, j'ai pas très envie ni de l'un ni de l'autre. Alors vous allez voter pour quelqu'un au premier tour, au deuxième tour, vous votez blanc. Puis après, vous vous dites, mais à quoi ça sert de voter au premier tour pour quelqu'un, alors que ça ou rien, c'est la même chose, puisqu'en gros, ça se fait entre 2 ou 3 personnes. Donc après, vous allez voter blanc et blanc. Et puis à un moment donné, vous vous dites, mais pourquoi je vais voter blanc? Voter blanc, ça veut dire j'y vais parce que je reconnais la règle du jeu.
mais en même temps, je n'ai pas trouvé mon candidat. Donc, il y a un moment donné où vous dites, je n'y vais plus parce que, un, je n'ai pas trouvé mon candidat, et deux, je ne reconnais plus la règle du jeu. En fonction de ce que je viens de vous dire précédemment, là, la règle du jeu ne me convient plus. Les gens ne sont plus représentés. Les pauvres, les sans-grades, les miséreux, les oubliés, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont pas de parole, pas la parole, je veux dire. Ces gens-là ne sont jamais représentés. Je dis, ben alors moi, je ne joue plus dans cette catégorie, là où il faudrait faire semblant d'être dans une démocratie, alors qu'il n'y a pas de démocratie. Maintenant, je fais une proposition. Je vais faire paraître un livre en mars, et je reviendrai à la librairie Mola pour en parler, qui s'appelle « Décoloniser la province ». C'est une façon pour moi d'être positif. C'est facile d'être négatif en disant je suis contre celui-ci, je suis contre le système tel qu'il fonctionne, etc. Puis de dire après, mais vous proposez quoi vous? Moi je pense que tous les candidats qui vont se présenter, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, sont des individus qui sont tous jacobins. C'est-à-dire qu'ils pensent tous que l'État, c'est Paris, et c'est à Paris qu'on décide. Et ça c'est vieux. Philippe le Bel, la Révolution française, Napoléon, le général de Gaulle, la Ve République. C'est-à-dire l'État, c'est Paris. Il faut monter à Paris. Et il y avait une autre option pendant la Révolution française qui était l'option des Girondins, ici à Bordeaux. Et les Girondins sont des gens qui disent, mais à l'époque, il y avait 83 départements, ils disent il faut que Paris pèse 1/83e de la puissance de la nation. C'est-à-dire Paris, c'est comme n'importe quel autre département. Mais c'est pas Paris qui décide pour tout le monde. Et les Girondins ont été présentés comme des gens de droite, ils ont été guillotinés par Robespierre et les siens. Et ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'écriture de la Révolution française, elle se fait par les Jacobins. Moi, ce que je propose, c'est que le pouvoir soit donné aux communes, que le pouvoir soit donné aux départements, que le pouvoir soit donné aux régions, qu'on ait même éventuellement des parlements, donc des parlements municipaux, des parlements départementaux, des parlements régionaux, où vous pourriez discuter, débattre, et puis à un moment donné, quand on a débattu sur une question, on vote. Et quand on a voté, alors on a une décision. Donc redonner le pouvoir à la base, pour faire de telle sorte que les gens se remettent à voter à nouveau en disant mais oui, là ça nous intéresse, parce qu'on va élire des gens qui nous ressemblent et des gens qui sont soucieux de nous et qui savent ce qu'est la réalité. Michel, on ferait une dernière question sur ce chapitre politique, c'est Tom qui vous la pose. Est-ce qu'un philosophe comme vous aurait sa place au gouvernement? Un philosophe au gouvernement peut-être, alors comme vous, à voir ensuite, mais première question, est-ce qu'un philosophe aurait sa place au gouvernement? Alors ça c'est une vieille idée de Platon, hein. C'est l'idée du philosophe roi ou du roi philosophe. C'est-à-dire on a un roi, on en fait un philosophe, ou on a un philosophe et on en fait un roi. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des gens de lettres qui sont allés au gouvernement. Il y a eu Tocqueville qui a écrit de la démocratie en Amérique, il y a eu récemment Luc Ferry qui s'est retrouvé dans un gouvernement de droite, et on voit bien Chateaubriand, et on voit bien ce que ça donne. C'est-à-dire que l'homme de lettres disparaît au profit du politicien. C'est-à-dire qu'un philosophe n'est pas forcément mieux placé qu'un autre pour exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir, c'est un métier. Philosophe, c'est penser, c'est-à-dire concevoir, avoir une vision. Quand vous êtes dans le réel, la vision, vous la laissez souvent de côté. Vous avez une opposition entre ce qu'on appelle l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est yaka, il faudrait, on devrait, moi je crois à ça. Sauf que l'éthique de responsabilité, c'est bah oui, mais il n'y a pas d'argent dans les caisses, comment on fait parce que c'est pas autorisé par la loi, ou ce genre de choses. Donc il faut un équilibre. Il faut que, effectivement, l'éthique de responsabilité soit en relation avec l'éthique de conviction et vice-versa. Mais on a bien vu que ce que les philosophes ont fait quand ils se sont trouvés ministres n'a pas été extraordinaire, parce qu'ils ne savaient pas bien gouverner. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est disposer d'un chef d'État qui écoute les intellectuels. C'est-à-dire qu'il soit capable de rencontrer régulièrement des sociologues, des géographes, des historiens, des individus qui soient capables de faire remonter les idées du peuple. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'exercer soi-même directement le pouvoir.